Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question fondamentale sur l'intelligence artificielle. L'IA de ce qu'est réellement l'intelligence artificielle et non ce que vous voyez ici dehors sur des plateaux télévisés pour faire du buzz, pour créer du contenu ou pour créer des contenus à sensation. L'idée ici pour moi, c'est de vous donner mon point de vue de quelqu'un du terrain, de quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle. Je n'aime pas me qualifier d'expert parce que je pense que ce mot est galvaudé et beaucoup de faux, entre guillemets, experts l'ont récupéré. Donc, je vais simplement vous dire que j'ai assez de connaissances pour pouvoir vous dire ce que je m'apprête à vous dire là tout de suite à l'instant. Alors, l'intelligence artificielle pour moi, je vous le dis, n'existe pas. Alors, vous allez peut-être sans doute maintenant me poser la question, mais qu'est-ce qui existe réellement? Je vais vous le dire. La seule chose qui existe réellement, c'est la technique. La technique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors donc, dans la technique, il y a la technologie. Mais plus globalement, le mot valise, c'est la technique. Dans la technique, cela recouvre le fait que même dans 10 ans, même dans 20 ans, vous allez toujours avoir ce type de comportement avec de nouvelles technologies qui viendront sur le marché, le métaverse et l'informatique quantique. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, depuis des années, et bien déjà, bien sûr, avec Internet également, on va prendre le cas, par exemple, dans l'ère moderne avec Internet, tout ce qui vient comme technologie n'est que la conjonction de deux choses principalement. Deux choses principalement, à savoir les sciences dures, principalement les mathématiques et l'informatique. Bien sûr, j'ai dit deux choses principalement. Bien sûr que vous pouvez rajouter d'autres aspects de sciences disciplines tels que la psychologie, les neurosciences, et, la biologie, etc. derrière. Mais ce que je suis en train de faire valoir, c'est le fait de dire que d'un point de vue numérique, digital, vous devriez principalement avoir les connaissances sur ces deux sciences, enfin deux notions, donc la science, les sciences mathématiques et l'informatique. Et l'IA également aujourd'hui est une manipulation intensive dans sa technicité de ces deux principales disciplines. Alors les mathématiques, pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, pour quelqu'un en tout cas qui a assez de connaissances dans l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle aujourd'hui des grands modèles de langage, donc on parle des LLM principalement, vous avez quoi? Vous avez en fait une application directe des notions mathématiques. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'un LLM? Un grand modèle de langage n'est ni plus ni moins en fait que une IA capable en fait de comprendre et de manipuler des phrases, des mots. Mais pourquoi? Parce que ces phrases et ces mots, au quotidien, quand on écrit, on respecte un certain nombre de règles de syntaxe, de grammaire, etc. Et vous rajoutez l'informatique donc au-dessus de la couche mathématique qui viendra appliquer les algorithmes sur lesquels mathématiquement on aura défini, donc effectivement implémenter les règles que l'on respecte au quotidien d'écriture d'un langage en particulier, le français, l'anglais, etc. Voilà tout simplement ce qu'est une intelligence artificielle et ici en l'occurrence un LLM. Je vais vous donner un peu un point sans trop entrer dans des détails trop mathématiques et trop complexes. Par exemple, lorsque vous écrivez sur ChatGPT, ChatGPT n'a aucune conscience de ce que vous entrez comme phrase. Conscience au sens humain de ce qu'est réellement le mot que vous prononcez. Ce qu'il a conscience, c'est d'une association de mots, de caractères, plutôt même, de caractères entre eux. Et cette conscience d'association, entre guillemets, de mots et de caractères, n'est définie que par une notion mathématique que l'on appelle le phénomène ou la particularité des LLM d'avoir la capacité de l'attention. L'attention qui a été un sujet de recherche d'ailleurs développé par les ingénieurs de Google, sur lequel, en tant que particularité phare des transformers, donc les transformers, c'est l'architecture qui sous-tend les LLM en question, va permettre effectivement de dire que tel mot
le plus souvent, dans une langue en particulier, le français, se retrouve le plus souvent avec un autre mot en particulier. C'est aussi pourquoi, donc, quand quelqu'un écrit avec une mauvaise syntaxe, une phrase mal articulée, mal rédigée dans un langage en particulier, le LLM en question, l'IA, sera capable de corriger. Il le corrige parce qu'il a l'habitude de constater que dans la langue en particulier, l'association n'est pas correcte. Voilà ce que fait le phénomène d'attention qui, justement, joue chaque fois que vous écrivez et communiquez avec ces outils d'IA génératifs, et en particulier l'IA générative dans la génération de texte, donc des grands modèles de langage. Donc, pour donner encore un autre point de vue qui va alimenter votre pensée et votre capacité à concevoir réellement ce que vous manipulez au quotidien, que vous appelez intelligence artificielle, entre guillemets, qui n'en est pas une, c'est de dire que dans les sciences mathématiques, il y a des notions assez puissantes, assez très, très poussées, qui permettent déjà de concevoir des objets mathématiques au sens abstrait et dont, en réalité, on n'en a pas encore réellement trouvé les applications directes. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient simplement exploiter ne serait-ce que les moindres notions mathématiques très basiques, telles que les vecteurs, par exemple. Et les vecteurs, ça tombe bien parce que c'est ce que vous manipulez directement chaque fois que vous utilisez les grands modèles de langage et même l'IA générative de manière générale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une phrase ou un mot que vous entrez dans ChatGPT une fois de plus va être compressé sous forme, donc ce qu'on va appeler une data que vous entrez du point de vue de la machine. Cette data-là va être compressée en un point représenté dans un espace vectoriel, dans un espace latent. Et ce point-là, effectivement, représente votre concept de phrase que vous avez entré, votre prompt. Et derrière, la manière dont l'IA va faire en sorte pour pouvoir trouver une correspondance ou une réponse associée et cohérente à votre question ou à votre prompt, c'est simplement que l'IA a été entraînée sur des milliards et des milliards de données de la sorte. Donc l'IA a vu passer beaucoup de données, énormément donc de données sur Internet, etc. pour pouvoir comparer, faire des correspondances de données de points dans des espaces vectoriels. Et la correspondance, entre guillemets en anglais, ce qu'on appelle le matching, fait donc des correspondances entre points, donc entre plusieurs points, c'est qu'on va comparer une fois de plus, faire entrer des notions par exemple de similarité. Des similarités, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aller dans le sens où à quel point deux points sont proches dans un espace donné. Donc, votre question, supposons, donc, dans un repère autonomé ou dans un repère cartésien, vous allez entrer votre phrase. Cette phrase, comme je l'ai dit, va être compressée sous forme de points. Un point, donc, va être représenté par ses coordonnées dans un espace vectoriel. OK? Voilà votre prompt. Maintenant, la machine, pour qu'elle puisse vous répondre, puisqu'elle a été entraînée sur des milliards et des milliards de données, donc ces données ont été converties également, compressées par d'autres points également qui sont représentés dans l'espace vectoriel en question. Maintenant, pour que l'IA puisse vous apporter une réponse cohérente, c'est tout simplement d'aller trouver les points les plus proches de votre point dans l'espace latent représenté en question. Pour trouver ces points les plus proches, on va faire entrer des notions de similarité au travers desquelles on va faire intervenir par exemple du simple calcul trigonométrique du cosinus entre deux vecteurs ou calculer la distance euclidienne entre deux points. Voilà tout simplement ce qui est fait en background que vous ne voyez pas, mais dont les mathématiciens ou tout simplement les personnes qui ont un tout petit peu de connaissances en mathématiques savent réellement de ce qui est en train de se jouer à chaque fois que vous entrez un prompt ou une idée dans l'interface de ChatGPT. Au final, mon propos, il est de dire ceci. Il est d'appuyer sur ce fait que vous ne manipulez pas réellement une intelligence au sens que vous pourrez comprendre au sens humain.
parce qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a que de la technicité derrière. Et dans ce que je vais préciser dans tout le tralala au côté mathématique, vous allez donc avoir quoi? Aujourd'hui, et depuis des années déjà, la puissance combinatoire informatique qui s'est accrue. Nous avons des microprocesseurs et des puces qui sont de plus en plus performantes. Donc, il est d'autant plus facile aujourd'hui et des années à venir d'aller directement comparer et faire des calculs rapides dans des espaces vectoriels très, très grands. Donc, par exemple, comparer des points dans un espace vectoriel de 10 milliards de points, aujourd'hui, avec l'informatique et la puissance combinatoire que nous avons, il est plus facile pour la machine d'aller rapidement faire ses correspondances, ce qu'un humain ne pourrait le faire en réalité. Il prendrait toute une vie et encore, il faudrait plusieurs générations, etc. Voilà pourquoi j'ai parlé d'intensification massive de la technicité. Donc, maintenant, je vais entrer dans une autre perspective beaucoup plus sociétale. Ceci est de dire que pourquoi parler effectivement d'intelligence, enfin de prêter le mot intelligence dans la phrase intelligence artificielle. Je pense que c'est pour évidemment des logiques capitalistes, bien sûr, qui s'y cachent derrière, c'est même avoué en tout cas, et aussi pour changer le modèle économique du monde, de la société de manière générale. Vous voyez bien et observez que chaque fois qu'une technologie arrive sur le marché, il y a toujours cette phase d'euphorie, cette phase en fait où tous les médias, on dirait, crient comme des loups dans une meute en fait. Et tout de suite, il y a des articles qui sont rédigés, il y a des sujets à foison et bien sûr, il y a des formations qui vont être vendues et des entreprises qui vont être créées. Crée un remous en fait tout nouveau qui vient stimuler l'économie mondiale de manière générale et la société et les sociétés bien évidemment qui souhaitent avancer technologiquement prennent de l'avance et se voient ainsi investir des milliards et des milliards dans de nouveaux projets. Tout cela effectivement crée à cet élan économique, géopolitique et par la suite sociétal parce qu'il y a tout un enjeu de domination. Et bien sûr, dans la société, quand vous êtes sur un plan individuel, à l'échelle individuelle, vous allez avoir de nouvelles entreprises qui vont être créées, d'autres entreprises qui vont faire faillite. Ce que l'a déjà bien résumé Joseph Schumpeter dans son fameux bouquin d'expression créatrice. Voilà ce que je pourrais dire sur l'aspect sociétal, économique, etc., sur l'intelligence artificielle. Maintenant, je peux aussi dire que s'il faut vraiment parler d'intelligence artificielle et vraiment aller dans une sorte de comparaison où on voudrait, parce que c'est ça justement qui est le plus mis en avant, c'est que il y a la fameuse question à savoir est-ce qu'un jour l'IA sera-t-elle capable de dépasser l'intelligence humaine? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre cette analogie qui est vraiment très, très, très pratique, à savoir, je vais vous poser la question également. Est-ce qu'une fourmi a-t-elle conscience qu'elle forme une fourmilière? Est-ce que, par exemple, si vous prenez à l'échelle individuelle une fourmi, est-ce que, in fine, vous pourrez dire que cette fourmi-là a réellement la conscience que d'un moment T1 à T2 ou d'un moment T0 à T1, est-ce qu'elle a été capable de former une fourmilière? Voilà la question qui, justement, se trouve très métaphorique et analogique avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que puisque nous avons des données massives en fait, des données, donc des datas assez énormes, gigantesques, des trillions et trillions, etc. de data. Le problème, c'est que pour notre intelligence humaine, on ne peut pas au quotidien, bien évidemment, si je vous donne un fichier Excel à trier de 10 milliards de colonnes, vous allez passer des heures et des heures si je vous demande à effectuer un simple calcul mathématique. Mais à partir d'un algorithme, bien sûr, et du calcul combinatoire, comme je vous ai dit derrière, du matériel informatique, tout simplement, il est plus facile en une seconde, en deux secondes, d'avoir un résultat. Ce qui est très essentiel, et mon propos le voici, le lien entre la conscience d'une fourmi vis-à-vis de sa fourmilière, c'est la même chose que la conscience d'un individu à l'échelle individuelle vis-à-vis de l'énorme, gigantesque données que nous avons à disposition.
Nous, au quotidien, nous fonctionnons en tant qu'humains par des comportements instinctifs. Ces comportements instinctifs, en fait, guident une part considérable de notre comportement. De la même manière qu'une fourmi également agit aussi par un comportement instinctif qui dicte effectivement son comportement, ses actions au quotidien. Et ces actions sont guidées de la même manière que nous, humains, par des gènes, effectivement. Et à travers cela, nous suivons, sans nous en rendre compte, en fait, des règles simples. Et bien sûr, quand vous additionnez ces règles simples, en fait, en société, donc de manière collective, cela va constituer évidemment des ensembles de données, des ensembles d'actions. Et dans ces ensembles de données ou ensembles d'actions, on pourrait voir une fourmilière ou une intelligence artificielle construite. Voilà le lien entre le parallèle que j'avais envie de vous faire entre les deux situations. Donc, maintenant, simplement pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, moi, je pense sincèrement que ce que nous avons dans la forme actuelle de l'intelligence artificielle, c'est que, déjà même, j'attire votre attention sur le fait que nous parlons d'intelligence, alors que les anglo-saxons, les Américains, ne considèrent pas dans la phrase intelligence artificielle la même vision de pensée que nous, francophones, nous pensons de l'intelligence, en fait, au sens réel pur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi un choc culturel. Quand les anglo-saxons parlent d'intelligence artificielle, eux, vraiment, ils sont plus pragmatiques. Ils sont plus dans le sens de la praticité, dans le sens, en anglais, ce qu'on appelle quelque chose de tricky. Quelque chose qui est intéressant, interesting, entre guillemets. Bon, je fais un peu mon anglo-saxon, entre guillemets. Mais l'idée derrière, c'est de dire que ils sont conscients, pour la plupart, que vraiment, on n'est pas à l'échelle d'égalitarisme, de comparer réellement un jour l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Toujours est-il que comme, bon, voilà, la chose est ainsi faite, le fait d'avoir déjà introduit le mot intelligent à l'intérieur de la phrase intelligence artificielle, ça prête déjà à confusion. Donc, je vais revenir à ceci pour conclure sur l'égalité, un jour au point de singularité, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. C'est de dire quoi? C'est de dire que notre cerveau humain a la capacité que, pour l'instant, je ne vois pas dans l'intelligence artificielle, l'expérience de pensée. L'expérience de pensée, bien sûr, ça fait partie de tout le comportement instinctif, de la partie instinctive, intuitive aussi, que l'humain a vraiment. Je ne sais, et bien sûr, même les philosophes, même ceux qui nous ont précédés, ne savent pas où réellement provient l'intelligence, en fait. D'où vient que vous pensez ce que vous pensez? Voilà les questions métaphysiques auxquelles, jusqu'ici, nous n'avons pas idée. Voilà, quels que soient les philosophes, Aristote, etc., ont planché sur la question. Et toujours, je pense que en tant qu'humain, on n'aura peut-être pas, après ça reste à définir, des réponses jusqu'à présent. Toujours est-il que l'humain a cette capacité, néanmoins, en dépit du fait que nous n'avons toujours pas résolu ce genre de questions métaphysiques, a la capacité d'aller s'interroger à son fond intérieur par l'expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est ce qui fait réellement cette puissance de l'humain de pouvoir traverser les époques et d'amener l'intelligence humaine à une nouvelle ère beaucoup plus évoluée qu'avant. Parce que quand Galilée, par exemple, réussit à démontrer que dans le vide, en fait, les corps, quelle que soit leur masse, jetés dans le vide, en fait, vont à la même vitesse. Ça, il faut vraiment, à ce moment-là, Galilée ne dispose pas de données, de data comme vous et moi. Il n'y a pas de laboratoire. Et même s'il avait des données, ça allait être très, très compliqué. Mais toujours est-il qu'il a été capable, de par l'expérience de pensée, de faire des hypothèses et de supposer, et bien sûr, par déduction logique, d'en arriver au fait que dans le vide, effectivement, vous allez avoir des corps qui tombent à la même vitesse, quelle que soit le masse. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur d'arriver à ce
un raisonnement à ce résultat bien précis. L'intelligence artificielle aujourd'hui, l'IA générative que l'on vous présente et les IA qui viendront ne fonctionnent que parce que nous les présentons au quotidien des millions et des millions de données d'entraînement. Une IA qui raisonne sur des données éloignées de ces données d'entraînement ne sera pas capable aujourd'hui de répondre avec une cohérence assez pointue. Ce qu'un humain pourrait le faire de par sa capacité de raisonner et d'entrer en relation avec son expérience de pensée. Je pense que voilà encore réellement la scission, le point vraiment de séparation très clair et net qui distingue l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là et j'aimerais simplement vous dire que ne vous faites pas berner la DIA par des définitions. Essayez de comprendre en profondeur ce qui se passe réellement, ce qui se trame. Et toujours essayer d'aller en profondeur du questionnement de la chose en soi, de l'objet au sens psychiatrique d'ailleurs, de disséquer réellement l'objet, de l'interroger, de l'observer. Vous ne manipulez que de la technique et vous utilisez que de la technique, mais simplement... Bien sûr que l'IA aussi a des avantages. Alors, n'essayons pas de me faire dire ce que je ne suis pas en train de vouloir dire. Je veux simplement restituer l'IA où elle se trouve et pouvoir simplement dire que profitons justement des notions mathématiques, de la puissance des sciences dures, de leur capacité à pouvoir nous fournir dans l'association avec d'autres disciplines telles que l'informatique, les neurosciences, etc., pour pouvoir concevoir des systèmes qui pourront aider l'humain au quotidien et dans sa capacité à vivre pleinement au quotidien. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez massivement cet audio. J'espère que mon propos a été très clair et que désormais, dorénavant, vous aurez une très nette compréhension de l'IA, de ses enjeux et de ce qu'est réellement